Coucou les copains, un très grand merci à vous d'écouter ce podcast. On se retrouve pour un trait d'horreur abonné comme promis car on a atteint officiellement le 50e podcast sur WeChat. Alors félicitations à vous, je vous serre la main, good job, nous avons fait du bon travail et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Un grand merci à tous ceux et celles qui m'ont envoyé leurs petites histoires paranormales. On va pouvoir parler de ça tout de suite, vous allez pouvoir avoir quelques petits frissons de peur. Avant de commencer, je tiens à dire que l'anonymat sera respecté, donc je vais mettre des noms un petit peu aléatoires. Alors, des fois, ce sera mentionné en début de mail que vous m'avez envoyé. Si pas, je changerai les noms, en tout cas vos noms, à ceux et celles qui m'ont envoyé, comme ça, pas de panique. Si vous reconnaissez votre histoire, un grand merci de m'avoir envoyé votre petite histoire paranormale, enfin petite, et allons-y pour avoir des frissons de terreur. Alors, on va commencer par l'histoire de Jenna. Allons-y. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour te faire part d'une histoire de sorcellerie que ma famille a subie, du moins l'un des membres. Tout se passe à La Réunion, d'où je suis originaire. Mes grands-parents du côté de ma grand-mère étaient des engagés malgaches, tout droit venus de Madagascar. De mes grands-parents maternels, mon pépé ainsi que 3 sœurs ont été élevés par eux. Tout se passe dans une époque un petit peu lointaine de La Réunion, dans les années 1900. Mon pépé avait une jeune sœur d'une beauté à couper le souffle. Une peau claire, de longs cheveux noirs et lisses, sa beauté était si importante qu'une voisine du quartier invitait celle-ci, donc la jeune sœur de mon pépé, chez elle pour lui brosser les cheveux. La voisine que je nommerais Hélène, pour conserver son identité, nourrissait une telle haine envers cette jeune fille à cause de sa beauté. La dame était extrêmement mauvaise et jalousait la famille de mon pépé, mais tout particulièrement la jeune fille, car Hélène avait des enfants qu'elle comparait sans cesse à cette jeune fille et qu'elle voulait pour elle. Elle en était extrêmement jalouse au point de lui prendre quelques mèches de ses cheveux pour lui jeter des sorts. Celle-ci se plaignait de mal de tête à chaque fois qu'elle franchissait le portillon de la cour et allait à la chaussée. Hélène allait chercher tout ce qu'elle pouvait au point d'enterrer les cheveux de la petite fille juste en dessous du portillon. Et il faisait des rituels et sacrifices de poules noires associés à la mort et à la naissance. Malheureusement, un jour, la jeune fille franchit le portillon pour rentrer chez elle et celle-ci s'éteignit. Mon pépé alla vers elle, affolé, en croyant qu'elle s'était évanouie. C'est en regardant si elle respirait qu'il comprit. Elle était malheureusement décédée, à l'âge de 8 ans. Ne laissant aucune image d'elle, mon pépé nous la racontait sans cesse, à quel point sa petite sœur était jolie, qu'il regrettait qu'il n'y ait pas de photo d'elle. Elle n'était pas morte de cause naturelle. Hélène, envieuse de sa beauté, l'a assassinée par sorcellerie. Mes grands-parents ne l'ont su qu'après avoir fouillé le sol, et ce qu'ils ont découvert était encore atroce, et ils ont dû déménager. Une histoire vraie, bien longue et malheureuse. J'espère que cette première histoire vous aura fait un petit peu frissonner. En tout cas, moi oui, sachez que la première fois que je l'ai lue, j'ai eu un petit souffle au cœur, je me suis dit, waouh, ok. Mais voilà, c'est des tristes histoires qui arrivent de temps en temps et qui sont vraiment horribles. On a également encore 2 petites histoires de Jenna que je souhaitais vous raconter. Bonjour, ma famille a connu des moments paranormaux de toutes sortes, mais j'en ai sélectionné que 2, la précédente et celle-ci. Toujours à La Réunion, c'était un jour où ma mère était partie récupérer sa sœur et son petit copain, le petit copain de sa sœur, de boîte de nuit. Il y a une route qui s'appelle la route de la Corniche. Cette route est souvent basculée le soir car elle se situe sur le littoral. Pendant les bouchons, très peu de bouchons ça roulait assez vite, ma mère qui roulait en voiture avec ma tati et son copain apercevait sur le bas-côté une femme vêtue d'une robe blanche, faire de l'autostop. Étrange vu que c'est une zone inaccessible aux piétons. C'est en regardant en direction des jambes qu'ils ont compris que ce n'était pas une femme vivante, mais un fantôme. Ils ont tracé la route sans se retourner, car ils avaient tourné la tête pour voir si elle était encore derrière le bas-côté, et si elle les avait suivis. Cette femme est décédée en sortant de boîte, en essayant de traverser la route et elle a eu les jambes sectionnées et est morte d'hémorragie. On dit qu'elle hante encore la route. Deuxième petite histoire. Celles-ci, ce sont des dires. Il existe un livre qui est interdit en vente ici à La Réunion, plus précisément un grimoire. Je ne sais pas si je peux le dire, mais voici le nom. Le Petit Albert. Ce grimoire, du moins ici, est connu pour rendre ceux qui le lisent fous. Les gens
de l'entourage de mes parents et grands-parents, par curiosité, ont lu ce grimoire. Ceux qui n'arrivaient pas à terme du livre devenaient fous. Ceux au fort caractère qui y sont parvenus, n'ont eu que peu de problèmes. Il y a plusieurs groupes à distinguer. Ceux qui n'ont pas fini le livre, ceux qui ont fini le livre, ceux qui n'ont pas fini le livre, mais qui ont pratiqué un de ces rites. Ceux qui ont fini le livre et qui étaient contraints de faire des rituels. Ceux qui étaient contraints de faire des rituels entendaient les entités évoquées dans le grimoire, leur demandant des sacrifices, vaches, boucs, coqs, poules, et j'en passais des plus belles. Pour certains du moins, ceux qui ne finissent pas le grimoire, ils devenaient fous, voyaient des choses et les entendaient au point que la majorité se donnait la mort. Certains ont fait des rituels pour obtenir un pouvoir à des fins malveillants et l'entité demandait du sang en retour. Pour que ce cycle prenne fin, ils n'avaient pas d'autre choix que de quitter l'île. Le grimoire est interdit de vente depuis, sachant qu'il y avait dans des écoles comme des collèges ou des lycées. Dans les CDI, ces exemplaires ont sûrement été brûlés. Qui sait ? Mon île est riche en histoires de ce genre, souvent tristes et horribles. En espérant que ces 3 anecdotes vous ont plu, j'ai adoré partager ces anecdotes, pas très effrayantes, je trouve. Passe une bonne soirée ou journée, ce fut un plaisir. Sachez que j'ai eu peur. Voilà. Alors un grand merci à Jenna d'avoir partagé ces histoires de sa ville, de sa contrée. Voilà. Sachez que j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Ça me met très vite dans des petits. Voilà, soit. On va commencer avec l'histoire d'Océana. Salut Manon, je te suis sur les réseaux sociaux depuis environ 1 an, je dirais. J'aime beaucoup tes podcasts et quand j'ai vu que tu cherchais des histoires, je me suis dit que c'était l'occasion de raconter une partie de la mienne et de comment je suis venue à faire une partie du monde ésotérique sans le savoir. Quand j'étais enfant, alors que mes parents dînaient avec ma grand-mère ainsi que mon oncle et ma tante, je suis sortie de table car je m'ennuyais. J'avais 6-7 ans pour le contexte et on avait fait des frites quelques minutes auparavant. C'est important, oui. J'avais des statuettes que j'appréciais beaucoup sur une étagère et je les voulais. Donc je me suis servie du plus proche objet que je voyais pour les atteindre. La friteuse. Elle avait son couvercle, je n'ai vu aucun danger et j'étais seule dans la pièce. Entre parenthèses, la friteuse n'était pas dans la cuisine, la salle à manger, pour éviter les odeurs de frites, etc. Enfin, soit. Je suis montée dessus, puis le couvercle a glissé, bien entendu m'entraînant dans sa chute. Et bam, les jambes jusqu'à mi-genou dans l'huile bouillante, pas frémissante heureusement, car éteinte, mais bouillante. Évidemment, je suis brûlée, je hurle, tout le monde rapplique. Mon grand-père très réactif, mais apeuré me soulève. Ma grand-mère, une toute petite couverture que j'ai gardée, elle a plus de 20 ans maintenant. Mon père m'emballe dedans, s'apprête à m'emmener aux urgences, ouvre la porte d'entrée tout en me portant. J'hurle toujours, et là, tout prend une tournure assez différente. Une voisine qui m'entend hurler sort. Mon père paniqué lui crie qu'il m'emmène car je suis brûlée et en train de souffrir. La voisine lui dit plutôt que de m'emmener à l'hôpital, de m'emmener à 100 mètres de là, où une dame conjure le feu. Ma famille n'est absolument pas croyante, cartésienne et athée. Je ne sais absolument pas par quelle pensée mon père est passé par là, en sachant son déni envers le surnaturel. Mais il s'est dit, let's go, j'y ai jamais cru, mais emmenons ma fille là-bas. Allons-y. Je dédramatise un peu, il a été super, un papa héros, comme toujours. Donc ma mère nous suit et nous voilà petit à petit, à pied, en direction de la maison. Mon oncle et ma tante sont rentrés chez eux, attendant de mes nouvelles, et ma grand-mère attendait chez nous. Arrivé devant, il frappe à la porte. Une dame ouvre rapidement. Et directement, elle a compris. Elle leur dit d'entrer et de m'installer sur le canapé, au milieu du salon. Elle demande aussi à mes parents de s'asseoir, et nous voilà à 4 à attendre un miracle. Puis elle leur dit une des 2 phrases que je n'oublierai jamais. La seconde viendra plus tard. Si vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave, mais n'intervenez pas. Elle s'est assise à 2 cm de moi, a plongé ses mains au-dessus de mes jambes, et là, silence radio. Elles prirent sûrement, je ne sais pas comment ça fonctionne. 5 minutes plus tard, j'étais passée d'une brûlure au second degré à rien.
Mes parents ont voulu la payer et là est venue la deuxième phrase que je n'oublierai jamais. Si j'accepte quoi que ce soit, je perdrai mon don. Ni un cadeau, ni un centime. Seulement de la reconnaissance. Arrivée, emballée dans une couverture, je repartais sur les épaules de mon père, sourire aux lèvres, sans blessure, sans mal, sans traumatisme. Aujourd'hui encore, je me pose 1 milliard de questions sur ce moment de ma vie, dont je n'ai que de brefs souvenirs, tels le canapé, les mains rouges de cette dame, ses quelques réponses et ses phrases. Voilà comment, à l'âge de 6-7 ans, j'ai rencontré une sorcière de feu, une barreuse ou une conjureuse selon les appellations, et plongé définitivement dans l'occulte. Merci de m'avoir lu. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire-ci ? J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment sympa. J'ai déjà beaucoup entendu parler des coupeuses de feu. C'est vrai que j'en ai jamais vu, mais ça me fait un petit peu penser à ça. Continuons vers l'histoire suivante avec Léana. Bonjour Lapovici, je me permets de te partager une histoire qui ne fait pas forcément peur, mais qui m'a permis de prendre conscience de mes capacités. Il y a quelques années, je me rendais chez mes parents en voiture, accompagnée de mon chéri de l'époque. En arrivant, nous nous sommes garés devant l'une des maisons les plus jolies du quartier. Pour information, j'avais vécu toute mon enfance dans la maison de mes parents et j'ai toujours admiré la maison d'à côté. Toujours bien fleurie, propre, c'était une grande maison blanche et le jardin était immense. Mais ce jour-là, en nous garant devant la maison avait une toute autre aura. Malgré les fleurs ou le jardin toujours bien entretenu, j'ai ressenti la mort. Mon compagnon de l'époque ne croyait pas en ces choses-là, donc je n'ai rien dit sur le moment. J'ai été, ma foi, extrêmement troublée. Puis, en arrivant chez mes parents, après avoir dit bonjour et commencé l'apéritif, ma mère m'annonce le décès de la propriétaire de cette maison. Son mari y vit seul désormais. Cette sensation que j'ai eue en arrivant, je ne pourrai jamais l'oublier. C'est vraiment l'image que j'ai de l'énergie de la mort. Toute l'aura de la maison en était imprégnée. C'était vraiment étrange. Je ne suis pas certaine que mon histoire rentre dans le thème. Si, tout à fait. En tout cas, continue ton travail, je te suis régulièrement sur les réseaux sociaux. Un très grand merci à toi, Léana. J'espère que ces petites histoires vous ont plu. On va continuer, on a encore 4 petites histoires paranormales. On va commencer avec Moon. Hello, c'est pour te raconter mon histoire paranormale. J'en ai 2, je vais te les raconter. Première histoire. Ma ville organise une sortie de nuit pour découvrir l'histoire de certains bâtiments. On a vu le théâtre, la mairie, la place de la mairie, la tour du guet, le phare et l'église. Dans chacun de ces bâtiments, il y avait une histoire. À chaque fois. Par exemple, notre phare est réputé car on a une famille d'entités qui y vivent. Arrivé à l'église, je suis tout content car je voulais absolument en savoir plus étant fan du paranormal. On avait 2 enquêteurs paranormaux, je permets de le mettre entre guillemets car ils ont utilisé leur téléphone et il n'y avait pas de mode avion, donc pour moi c'était pas vraiment comme Jordan Perigo. Ils commencent à signaler des présences. Chacun y croit ou disent « mais non, c'est du vent » ou autre. Moi je m'éloigne du groupe et me dirige vers une des ailes de l'église. C'est devenu de calme à agité. J'entendais des bruits forts, des claquements. Puis l'atmosphère était très pesante. Pour ma sécurité, je vais voir ma mère et lui dis « Il faut savoir une chose, ma mère et moi, on est dans le domaine de sorciers-sorcières, magie blanche, magie verte, et moi je suis beaucoup dans la spiritualité. Je sais revenir sur terre. » À ce moment-là, elle avait son pendule. Elle me dit qu'elle a ressenti beaucoup de personnes et qu'elle pense qu'il y a au moins 80 esprits. Je ne sais pas comment on dit 70, bon, je sais pas. Bien sûr, elle vient avec moi à l'endroit et me demande de ne plus y aller seule. En sortant de l'église, j'ai senti quelque chose de lourd dans mon dos et ma mère a clairement vu un esprit accroché à moi, donc au bar. Et oui, déjà, elle me l'enlève. Voilà pour l'histoire de l'église. Ensuite, c'est une histoire paranormale avec des amis à la citadelle. Donc de base, on était partis en urbex, mais au final, c'était tout petit. Donc je décide de sortir mon pendule. J'épargne les questions, mais en tout cas, il était d'accord pour travailler.
On était 6 en me comptant. Il y avait 2 filles qui restaient à l'entrée, un médium, un qui faisait la lumière pour le pendule et mon ami H à côté de moi pour voir les réponses. Je sens une énergie masculine et je préviens tout le monde. Après quelques questions au pendule, mon ami H se fait attraper la cheville. Et c'était bien un esprit qui a fait ça, car j'ai demandé qu'ils arrêtent et il a arrêté. Le temps se fait tard, donc on rentre et je prends bien des nouvelles de chacun d'eux pour être sûr qu'ils vont bien. Voilà pour la deuxième histoire. Alors, donnez-moi votre avis sur cette petite deuxième histoire. C'est toujours très intéressant ce ressentiment d'un endroit bondé de gens quand il n'y a personne. Moi, j'ai souvent ça dans les cimetières ou quand je sens qu'il y a des énergies qui passent proche de moi. Ce sentiment en fait d'être dans une foule, qu'il y a des gens qui vous... sentir l'énergie de personnes alors qu'il n'y a personne. Pour moi, selon mes croyances, c'est des entités qui vagabondent un petit peu. Mais bon, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Nous continuons avec l'histoire de Margot. Salut! Déjà, j'adore ce que tu fais et ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup à toi, Margot. Alors, je sais pas trop par où commencer et comment expliquer, mais c'est pas tellement une histoire d'horreur. C'est plus une histoire paranormale, mais sur le coup, on a eu bien peur. Alors, je m'appelle Margot et j'ai invité une amie à venir dormir 2 nuits dans le Airbnb de mes parents. J'avais déjà passé pas mal de temps pendant les travaux et pour le ménage et j'avais jamais rien remarqué de particulier. Mais à un moment, on était dans la cuisine avec mon amie et on a commencé à parler d'ésotérisme et tout ce qui s'ensuit. C'est à ce moment-là que les choses ont mal tourné. On a décidé d'essayer de voir si on sentait quelque chose dans la maison et au bout de quelques secondes, on a toutes les deux regardé dans la même direction. Un des coins de la pièce, mais au plafond, pas au sol. Juste après, mon chien est arrivé et s'est mis à fixer ce coin. Déjà, l'ambiance n'était pas cool, mais on a commencé à sentir des sortes de vagues d'énergie qui venaient du coin. Et à savoir que je crois en la théorie qui dit qu'on a tous une entité qui est accrochée à nous. Je vois celle qui me suit comme un enfant toujours accroché à ma jambe. On va l'appeler James, pour simplifier. Et donc à ce moment-là, je sens comme une pression sur mes jambes. Pas méchante, un peu comme un enfant qui veut attirer l'attention. Je savais que c'était James, donc j'ai pas paniqué, mais je sentais que lui non plus n'était pas bien. Au bout d'un moment, le malaise était tellement fort qu'on est parti dans la chambre. Et on avait vraiment la sensation qu'il ne pouvait pas nous suivre dans la chambre et que du coup, il attendait à la porte. Mon amie disait qu'elle le voyait comme un homme avec des cornes. Et moi, je le voyais juste comme un truc flou, mais énorme. On pense que c'est parce que c'est pas la même religion, parce qu'on ne croit pas aux mêmes choses, on ne les perçoit pas de la même manière. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait ne rien sentir pendant plusieurs heures et d'un coup, ça revenait pendant 10 minutes. Avec le recul, j'ai vraiment l'impression qu'il ne voulait pas de mal, qu'il était juste curieux et qu'il n'avait pas conscience qu'il nous mettait mal à l'aise. Voilà, j'espère que l'histoire t'a plu. Merci beaucoup Margot pour cette histoire qui est hyper intéressante parce que ça revient un petit peu avec ce que je disais là tantôt, ce sentiment un petit peu d'être observé. Je connaissais pas du tout cette théorie qu'on aurait tous une entité qui serait accrochée à nous. Je connaissais pas du tout, alors c'est pas une théorie que j'ai entendue, mais ça peut être très intéressant, je vais essayer de me renseigner là-dessus. Aussi une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est les animaux. Les animaux ont un ressentiment tellement plus fort au niveau des énergies que nous, et j'ai déjà été, mes parents ont déjà pu... faire l'expérience des animaux qui fixent un coin et qui aboient durant des heures et des jours parce qu'il y a des choses dans la maison, parce que... donc je comprends tout à fait, on a eu ça aussi étant enfant, une maison où il s'est passé certaines choses qui font que les animaux aboyaient fortement. On va passer avec l'histoire d'Adélie. Salut, j'espère que tu vas bien. Pour cette histoire, je souhaite rester anonyme. Pas de souci. Je vais te raconter mon histoire. Il y a 2 ans, je suis partie en vacances, en Corse, dans une maison dans laquelle j'étais déjà allée plusieurs années auparavant. Avec moi et mes parents. Et 2 couples d'amis. Donc il y avait 4 chambres, 3 avec un lit double, 1 avec un lit avec 2 lits simples, en fer. Des murs rouges très sombres qui étaient dans ma chambre. Tout se passe la première nuit. Arrivée dans la chambre pour aller me coucher, j'étais vraiment pas à l'aise dans cette pièce. J'appelle mon ex-copain en FaceTime
car je ne voulais pas rester seule. J'avais l'impression d'être observée, qu'il y avait quelqu'un. Au téléphone avec lui, je m'assois sur le lit, les jambes pliées contre mon torse. Je commence à vraiment me sentir mal. Je commence à ne plus rien entendre, à me balancer d'avant en arrière, à la limite de perdre connaissance. J'étais paniquée, je décide de dormir dans le salon, qui était au bout du couloir, où se trouve ma chambre. Et je m'installe dans le canapé, qui était face à la porte, qui donne sur le fameux couloir. Je n'ai toujours pas pu dormir, car j'avais l'impression que la chose qui était dans ma chambre était devant la porte du salon et me regardait. Je n'ai donc pas pu dormir de la nuit. Le lendemain, je raconte que je ne me sens pas bien dans cette chambre, que je ne suis pas à l'aise. Et là, ma mère me dit « C'est bizarre. La dernière fois que tu avais voulu dormir là, tu n'avais plus su dormir non plus dans cette chambre. Et tu es allée dans celle d'en face. » Et là, je me décompose. Je comprends que je ne suis pas folle, qu'il y a bien un truc dans cette chambre et que je l'ai déjà ressenti. Je retourne dans la chambre et je dis à haute voix « Laissez-moi tranquille, partez !» Après, je me sentais mieux. J'ai réussi à dormir les nuits suivantes avec la lumière allumée. Merci de m'avoir lu. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup à toi, Adélie. J'aime bien faire des petits commentaires sur vos histoires. Je voulais te dire que c'était quand même hyper intéressant parce que du coup, on revient sur ce sentiment d'être observé et aussi le fait de marquer un nom. Moi, c'est vrai que j'avais eu cette petite expérience quelque peu déplaisante d'être face à des entités qui pouvaient se manifester, en tout cas que ce soit au niveau du ressenti ou au niveau matériel. Et c'est vrai qu'en fait, marquer un non, un stop, vous arrêtez, ça peut déjà un petit peu limiter les dégâts. Alors je vous dis ça, on ne parle pas de grosses entités hyper puissantes, on parle de petites entités voilà, qui peuvent vagabonder un petit peu partout. Dire un stop, non, je ne veux pas, c'est fini, vous arrêtez ou vous partez, ça peut vraiment soulager. On se retrouve pour la dernière histoire paranormale de ce podcast. On se retrouve avec Joséphine. Bonjour, il me semblait assez important de vous conter cette histoire. Déjà petite, on nous racontait des histoires paranormales. Alors en voici une. On nous a toujours dit de dormir dans un cimetière d'une église. Voici pourquoi. C'était un homme âgé, d'une trentaine d'années, qui avait l'habitude de se lever à 3h du matin. Parce qu'on lui donnait l'heure pour aller à la messe. C'est pour ça qu'on savait. Un soir d'hiver, son coq chanta, et l'homme se mit en route pour aller à la messe. Il avait l'habitude d'allumer une bougie pour prier, et l'église était pleine. Une vieille femme lui tenda une bougie blanche, et il l'alluma. L'erreur qu'il ne fallait pas faire était d'accepter et de ramener cette bougie chez lui. Une fois rentré chez lui, il alla dormir, et quand il se réveilla, il vit que la bougie en question était en fait un os de la femme, et celle-ci était allumée. Il devait ramener cet os avant 3 jours et le rendre à la dame, chose qui était impossible, car les vers commençaient à ronger l'os. Une fois les 3 jours passés, l'homme mourut chez lui d'une cause surnaturelle. Il était lui aussi en décomposition avancée. Le coq ayant l'habitude de chanter à 3h du matin, et au final, il chanta à minuit, l'heure où les morts vont à la messe. Il n'aurait jamais dû accepter la bougie. De ce fait, on nous a toujours conseillé de dormir dans un cimetière, sur une tombe, et remercier le défunt, car l'église, quant à elle, à 16h du soir au matin, sont occupées par les défunts sortant du cimetière, voulant aller prier à la messe. Morale de l'histoire, quand vous sortez de boîte et que vous avez bu, ne pouvons donc pas prendre la voiture, aller dans un cimetière et dormir sur l'une des tombes. Et une fois que vous vous êtes réveillé, remerciez le défunt pour avoir laissé se reposer sur sa tombe. Bisous. Alors, un très grand merci pour cette histoire. Joséphine, j'étais pas prête. Voilà, honnêtement, j'étais pas prête. J'ai eu un petit moment de bug à la deuxième phrase où on nous a toujours dit dormir sur un cimetière. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir cette petite histoire. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les cimetières ont un côté très reposant. C'est vrai que les énergies qui sont dans les cimetières peuvent vagabonder, peuvent marcher, vous voyez ce que je veux dire, se déplacer. C'est vrai que j'avais jamais entendu que les âmes allaient à l'église, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant.
En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur les histoires que je vous ai contées aujourd'hui. J'ai essayé de faire au mieux. Pour un premier trait d'horreur abonné, j'espère que ça aura été à la hauteur de vos souhaits. J'espère que j'aurai quand même rendu hommage à vos histoires. N'hésitez pas à commenter l'histoire que vous avez préférée. Et sur ce, un très grand merci pour votre écoute. Un très grand merci pour vos abonnements, pour votre soutien et pour vos partages. Sachez que ça me fait extrêmement chaud au cœur. J'espère qu'on se retrouvera pour un autre épisode, peut-être un Witchy Thread pour le 100e podcast. En tout cas, je vous remercie. J'espère que vous aurez un petit peu frissonné. Moi, vous m'avez fait bien peur. Là, je suis dans un mood assez spécial. Heureusement qu'il est que 17h et pas le soir parce que j'aurais pas assumé. Mais donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre la petite cloche, à vous abonner et à nous laisser un joli commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!